ressources. Tu sais, les gens qui ont honte d'avoir le psychologue, voyons donc, c'est tellement le fun. Ça fait du bien. Oh que oui, ça fait du bien d'avoir un psychologue. Avec notre société qui est axée de plus en plus sur la performance, le maintien de l'image parfaite dans un environnement où tout va vite, bien, il est facile de tomber dans la souffrance dépressive. La maladie mentale, elle se décline de différentes façons. Alors, on avait envie de démystifier tout ça. Et c'est pourquoi on reçoit avec nous la psychiatre Dr Coton. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes aussi l'auteur du roman Pivot qui est inspiré de votre travail. Vous travaillez autant, vous, à Montréal que dans le Grand Nord québécois. Merci de faire ce que vous faites, en fait, parce que je suis convaincue que vous aidez plusieurs personnes. On aimerait ensemble démystifier les troubles. Commençons par les psychotiques. Oui, les troubles psychotiques, la maladie la plus connue de cet ordre-là, c'est la schizophrénie. Oui. Et les symptômes principaux de la psychose, ce sont les hallucinations, surtout auditives. Donc, les gens vont commencer à entendre des voix qui leur parlent. Il va y avoir des idées délirantes, c'est-à-dire des idées qui ne sont pas réalistes. OK. Par exemple, quelqu'un qui va dire « l'électricité essaie de me voler mes pensées ». Bon, ça n'existe pas, mais eux, ils sont pris avec cette croyance-là et ça les angoisse comme si c'était tout à fait réel. Non, mais ça doit être tellement difficile de vivre avec ça. Est-ce que c'est la chimie du cerveau qui est déréglée? Est-ce que ça peut arriver n'importe quand, la schizophrénie? La schizophrénie, ça commence en général à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. OK. Mais ça peut commencer à d'autres âges, mais c'est le plus fréquent. Et effectivement, au niveau de la schizophrénie, c'est le trouble mental où les aspects biologiques sont les plus forts, les plus importants. Donc, il y a vraiment des modifications qu'on voit dans le fonctionnement du cerveau. Il peut y avoir une composante génétique, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus d'incidence quand il y a la maladie dans la famille. L'hérédité. L'hérédité. OK. Mais ce n'est pas le seul facteur. Il y a d'autres facteurs également. Quand j'étais en épisode dépressif majeur, moi, j'ai eu 2 gros épisodes de psychose, en fait. Et je pensais que j'allais diagnostiquer même avec de la schizophrénie. Parce que je pensais tu entendais des choses. Oui, j'ai un épisode très clair où est-ce que je marchais dans un corridor et les murs se refermaient sur moi. C'était la chose la plus angoissante. Et il fallait que je traverse à toute vitesse pour me pitcher dans la chambre pour pas que les murs se referment sur moi aussi. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand il écrit ça dans le cerveau exactement? C'est que, ça, c'est important de le mentionner, dans les troubles de l'humeur, qui sont les troubles dépressifs et les troubles bipolaires, quand les gens sont sévèrement déprimés ou sévèrement en manie, c'est très fréquent qu'ils vont faire des symptômes psychotiques surajoutés. Ça ne veut pas dire une schizophrénie, mais c'est comme un degré de sévérité de la dépression ou de la manie qui est le plus fort. Et souvent, ça va être des thématiques qui vont un petit peu avec l'humeur. Comme vous étiez déprimé, avoir l'impression qu'on est... Tout se referme sur elle. Tout se referme. C'est très angoissant, c'est très mortifère comme impression. Oui. Et des fois, quand les gens sont plutôt high, bien là, ils vont avoir le délire, par exemple, qui sont un roi secret d'un pays. Ça va être plutôt dans la grandiosité, quelque chose qui va avec l'euphorie de la manie. Des troubles affectifs, je pense que c'était peut-être un peu plus commun. Oui, tout à fait. C'est plus commun. Florence en a parlé très, très bien tout à l'heure. Parce que c'est principalement la dépression qui est vraiment une perte de joie, de jouissance de la vie, de plaisir, une tristesse profonde, un découragement profond, qui n'est pas juste la peine qu'on a quand on a une peine d'amour ou un deuil. C'est lourd. C'est lourd. C'est comme un peu... les gens vont décrire ça des fois comme une mort psychologique intérieure. Ils ne se sentent pas vivants. Non, c'est vraiment... Moi, mon âme était morte. Je n'étais plus qu'un corps. J'étais une coquille vide. Même si tu te parlais, même si on essayait de te motiver. Les pensées ne font plus de sens. C'est ça qui est incroyable. Je veux dire, toutes les pensées, il n'y a plus de logique, il n'y a plus de... Et c'est ça qui est frustrant. Moi, une des choses qui me faisait le plus mal, c'était, je me disais... J'étais certaine que, bon, j'avais une vie avant et que là, ma vie était finie. Donc, la seule option possible pour protéger même mon environnement, c'était le suicide. Ah ouais. Hein? Moi, j'ai essayé, puis en même temps, j'ai jamais réussi parce qu'il y avait quelque chose encore qui me reliait. Mais c'était... moi, la police est venue me chercher avec l'ambulance après une tentative et puis... Je leur disais, mais non, vous comprenez pas, je rends service à la société si je T'étais convaincue, ah oui, dans ta tête. Mais dans ma tête, c'est ça. C'est incroyable. Tellement convaincue, mais oui. J'aimerais qu'on parle maintenant du trouble anxieux parce que j'ai l'impression que c'est un terme qui revient beaucoup. L'anxiété, c'est le mal du siècle, qu'on se le dise. On en parlait tout à l'heure, ça va vite, on est dans la performance, on se met beaucoup de lourdeur sur les épaules. Est-ce que vous en voyez de plus en plus? Oui, c'est aussi un diagnostic qui est à la hausse, comme la dépression. Oui. Et puis, c'est aussi un cousin. C'est un cousin, tout à fait. Les gens qui sont anxieux ont plus de risques de faire de la dépression et inversement. Et c'est sûr que de l'anxiété,
tout le monde en vit dans son existence. Ouais. C'est une émotion de base normale chez l'être humain. Mais quand les gens ont des troubles anxieux, vraiment, ça devient incontrôlable. Physiquement? Oui, ça peut être, oui, les gens qui font des attaques de panique, ils vont hyperventiler, ils vont être étourdis, ils vont avoir un point dans la poitrine. Ils débarquent souvent à l'urgence convaincus qu'ils font une attaque de cœur. Ouais. Et puis, dans leur tête, c'est qu'ils n'arrivent pas non plus. Si vous disiez en introduction, j'y vais heure par heure. Vous arrivez comme avec une structure mentale à tasser un petit peu votre stress pour fonctionner. Ces gens-là n'y arrivent plus. Donc, ça va avoir un impact sur leur fonctionnement au travail, dans leur famille, dans le sommeil. Alors, ça devient très envahissant dans leur vie. J'avais une petite question, en fait, parce que, tu sais, je m'intéresse beaucoup aux facteurs, bon, la vulnérabilité génétique, les neurotransmetteurs, mais l'impact de l'enfance, l'impact de l'éducation, de l'environnement, puis la façon dont on vit ces événements-là, comment ça façonne les schémas de pensée dans le cerveau. Absolument. Ouais. Est-ce que ça a un rôle, un lien direct? Ou... Oui, absolument. Et de plus en plus, vous parliez tout à l'heure de neurobiologie et tout ça, on s'aperçoit que... Avant, on faisait une espèce de séparation assez hermétique entre la biologie et la psychologie. Mais en fait, des enfants qui vont avoir des situations d'enfance très stressantes, très traumatisantes, ça va avoir un impact sur la biologie de leur cerveau. Qui n'est pas encore formé à 100 pas encore formé. Donc, c'est beaucoup plus poreux qu'on pensait entre ces deux dimensions-là. C'est que la construction des autoroutes dans le cerveau se font avec... C'est comme s'il fallait éviter ça. Ça, c'est les mécanismes de coping. Là. Absolument. Personnalité limite dit borderline. Oui. Ça, c'est un trouble de la personnalité. Le trouble de personnalité. Le trouble de personnalité, ça va être quelque chose au long cours qui va affecter beaucoup les relations interpersonnelles, la gestion des émotions. Ouais. Les gens qui ont des troubles de personnalité limite, c'est des gens qui ont très, très peur d'être abandonnés. Donc, ça va être... Qui ont été peut-être abandonnés et qui ont peur de reproduire ce pattern-là. Tout à fait. C'est quelque chose de fréquent. Des gens qui vont avoir beaucoup de difficultés. Ils ont des émotions très intenses, mais de façon plutôt chronique. Donc, l'émotion peut passer de la rage à la tristesse, à la grande joie, mais dans une même journée. Ils sont très, très, très réactifs. Ils ont de la difficulté, ils sont impulsifs. Ils vont avoir un sentiment souvent de vide intérieur, un mal de vivre. Donc ça c'est un peu le profil du trouble de personnalité limite. C'est difficile à diagnostiquer plus que la bipolarité? C'est qu'en fait, il faut souvent, comme clinicien, distinguer entre les deux parce que dans les deux cas, les gens vont vivre des émotions intenses, ils vont vivre des périodes dépressives, ils vont vivre des périodes plus high, mais... Dans le trouble de personnalité limite, c'est moins par bloc de temps, comme vous décriviez. Ils vont être plus réactifs, ça va être plus en fonction des événements. Tous les jours. Oui. Ça peut vraiment fluctuer comme ça. Alors que ce que vous décriviez, quand vous avez vos hypomanies qui durent de 4 à 6 semaines, ça, c'est plus standard de la maladie bipolaire. On est comme ça pendant un bloc de temps, puis après ça, on est déprimé pendant un certain nombre de semaines ou de mois également. Mesdames, je propose, parce qu'il reste des troubles intéressants, on va s'en aller en prolongation web. Donc, ce que vous allez voir, ce segment-là se retrouvera sur notre site web. On va poursuivre, nous, sur le web, mais on va aussi poursuivre à l'émission. Dans quelques instants, on reçoit un papa courageux qui est venu en aide à son fils qui vit avec la maladie mentale. Merci beaucoup, docteur. Ça a été extrêmement pertinent. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde chez le voisin pour regarder le match. Fait que je mets mes pommes de terre